Nous revoici, nous revoilà, comme à chaque année, même décor, même tradition. Bonjour à tous, ici le vrai Cinéman, en direct des magnifiques films, de Mathieu du Père Noël et d'un bon café, pour vous parler, évidemment, des 10 meilleurs films de l'année. Vous savez, à chaque année ça change, mais cette année, je vous garantis 10 bons films dans mon top, avec quelques petites mentions honorables qui vont vous choquer, qui vont vous faire bien rigoler. Et aussi, on va faire un beau récapitulatif que fut 2025. Et on a commencé 2026 avec une bonne année avec Dune, avec Avengers, avec plein de trucs qui nous attendent. Et essayer d'oublier la petite partie de Monopoly qui s'est passée durant 2025. S'il vous plaît, sortez-moi ça de la tête. Mais bref, écoutez, sautons direct dans le beurre et vous allez voir, on va finir sans beauté, les amis. Commençons avec les mentions honorables, bien sûr. Et voilà, je viens d'apparaître avec ma petite feuille prise de notes et c'est parti les mentions honorables. On commence l'année avec Companion, magnifique petit thriller qui m'a vraiment bien commencé l'année 2025 avec une Sophie Thatcher en furie. Ça, c'était vraiment intéressant comme film. Fantastic Four, First Step, le film où est-ce que je suis sorti de la salle de cinéma, je me suis dit enfin, Marvel est de retour, du moins. Je l'espère. Ensuite, on a le magnifique Warfare de Alex Garland avec son travail de son colossal, film que j'ai vu plusieurs fois aussi cette année, qui m'a vraiment saisi. Ensuite, on a The Monkey, qui est mon Joker 2 de l'année. Ce film est vraiment incroyable. S'il vous plaît, foncez le voir. Moi, ce gars de Hurricane m'a séduit avec ce film-là, même quasiment plus séduit que Longlegs. Oh my God, il a pas dit ça pour vrai. Ben oui, il l'a dit. Mais oui, effectivement, c'est un film drôle, vraiment mélanger l'horreur avec une petite twist très comique, très loufoque. C'était vraiment assumé, j'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, on a Black Bag de Steven Soderbergh. Quel magnifique thriller, film d'espionnage qu'on ramène aux sources avec une tension construite autour des dialogues. C'était vraiment mémorable. Frankenstein de Guillermo del Toro, oui, il n'a pas fait le top, mais ça reste un merveilleux film sur les indésirés, sur les monstres, et ça m'a vraiment beaucoup touché, surtout la deuxième partie du film. Superman de James Gunn, j'avais tant d'attentes, un peu de crainte, mais James Gunn a su faire un univers vraiment riche, vraiment coloré, avec un nouveau Superman qui vole la vedette, littéralement. Ça, c'était à ne pas manquer, effectivement, cette année. Thunderbolts aussi, un film qui m'a un petit peu fait chier à cause de sa tendance à un peu rendre les nouveaux Avengers, les glorifier le plus possible. Mais si vous enlevez cette partie-là du film, vous avez pour moi quasiment le meilleur film de super-héros de l'année. C'est touchant, c'est honnête, c'est vraiment puissant. On ramène encore une fois un peu les films Marvel à sa source. C'était un merveilleux film. Mikey 17 aussi, malheureusement, a quitté le top très tardivement, mais merveilleuse satire de science-fiction avec un Robert Pattinson qui nous surprend encore une fois. Bong Joon-ho nous délivre une réalisation et un scénario absolument mémorable. The Long Walk aussi, une approche un peu beaucoup plus philosophique et beaucoup plus centrée sur les discussions, sur les dialogues qu'un film d'action, ce qui m'a beaucoup surpris, mais Francis Lawrence a dirigé ça à la pure perfection. Et on finit le film avec Amour Apocalypse, l'une des meilleures performances de l'année. C'est décerné à Patrick Yvon. Merveilleux film sur les relations interpersonnelles qui rappelle beaucoup un film Her, le genre de Her ou Punch Drunk Love québécois. Ça, c'était vraiment sensationnel aussi. Sur ce, passons au top 10. 10e position, Matérialiste de Céline Song. Matérialiste. C'était pas un 3 sur Letterboxd. Je le dis clairement. C'était tellement bon, les amis. Passez pas à côté du film. Oui, c'est marketé comme une rom-com et ce l'est pas, effectivement, mais faut pas que ça vous fasse peur. C'est tellement un bon film sur le dating en 2025, un merveilleux point de vue maîtrisé par Céline Song et son merveilleux scénario. On mélange drame très bien écrit, une romance aussi très bien écrite. On a des fois des petites teintes de film d'action qui est peut-être un petit peu inapproprié avec le concept du film, mais on sent vraiment qu'il y a une maîtrise du point de vue d'en fait, où est-ce qu'on parle de la rigidité un peu de l'amour, puis le fait que l'amour est vraiment marketé, très commercial aussi. Puis ça, c'est vraiment très intéressant à aborder. Puis un point de vue qui a été peu abordé aussi au cinéma dernièrement, c'est vraiment un film sensationnel. Chris Evans vole le show, c'est vraiment sa performance en carrière. Dakota Johnson aussi en tant que lead, elle est sensationnelle. Puis on voit un New York avec des longues focales. Qu'est-ce qu'on peut de mieux? En mode Midnight Cowboy. Vraiment, c'est sensationnel. Matérialiste, c'est la rom-com, en parenthèse, de l'année. 9e position, Zootopia 2. Mais Zootopia 2 a encore prouvé que Disney l'a dans la main. Ben, OK, permettez-moi de faire le Noël grincheux, s'il vous plaît, juste un petit peu. Je suis un peu tanné de Disney, mais là, crime. Je sais pas comment ils font pour nous pull up un banger
comme ça, une fois de temps en temps, il devrait en faire plus souvent. Parce que oui, Zootopia 2, c'était tellement bon, gang. C'était sensationnel. Une merveilleuse suite où est-ce qu'on garde le tempo du premier film, on garde l'univers qui est vraiment sensationnel, puis on en rajoute un peu plus. On en rajoute des univers, on en rajoute des mondes où est-ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer que ça aurait pu être dans Zootopia, puis on leur donne une vie sensationnelle. C'est vraiment magnifique. Puis la force aussi de Zootopia 2, c'est que cette fois-ci, on est dans les relations. C'est vraiment un film qui est touchant, on parle de la différence, mais tellement de points de vue différents, que ce soit autant dans les méchants, avec des petites subtilités par rapport au racisme. C'est vraiment un film qui est riche, qui est puissant, qui est complexe, puis j'ai vraiment adoré ça. Zootopia 2, c'est, oui, le film de l'année d'animation. Ce n'est pas Keep Up Demon Hunter, laissez-moi tranquille avec ça. C'est Zootopia qui gagne la Palme d'Or cette année, en termes d'animation. 8e position, Phoenix, de Jonathan Beaulieu-Cyr. Wow! Ça, on voit ça très rarement dans le cinéma québécois. Je vous explique. On ne comparera pas Jonathan Beaulieu-Cyr à Denis Villeneuve ni à Meilleur Chekri parce que le gars a son propre style et ce, après que quelques projets sous la poche. Phoenix, c'est une autobiographie ultra marquante, ultra touchante. Il y a une confiance entre les réalisateurs et le public qui est très marquée. C'est un film qui est personnel, qui traite du sujet avec un style qui est magnifique, une photographie, les amis, soignée, les images sont d'une beauté autant poétique que vraiment visuellement. C'est vraiment un film qui est chargé émotionnellement. On attend, dans le fond, en fait, l'histoire de Phoenix, c'est l'histoire d'un père qui quitte pour l'armée et on voit le départ du point de vue des enfants et de la mère. Celui qui joue le rôle du père, Maxime Genois, est sensationnel dans le rôle. C'est la crème de la crème des performances masculines de l'année. C'est vraiment un film qui est super touchant. Moi, Phoenix, ça définit ce que le cinéma québécois devrait être. C'est certainement la perle d'or de l'année au Québec. 7e position, It Was Just an Accident par Jafar Panahi. Ben oui, It Was Just an Accident, probablement le film le plus important de l'année. Il faut le mettre dans le top. C'est vraiment un film, moi, qui vraiment m'a très surpris par son traitement cinématographique. C'est un film qui est lent, où est-ce que le montage est très évocateur parce qu'on coupe peu de fois, mais c'est vraiment un sujet qui est très spécial. Il y a beaucoup de gens qui essayaient de trouver si le film c'est un film dramatique ou une comédie. Moi, je l'ai beaucoup plus vu comme une comédie, mais j'ai trouvé ça vraiment stressant, très tendu, avec un sujet qui est vraiment évocateur. On le traite un peu comme un suspense, on en découvre au fil que le film se découvre, fait que c'est vraiment comme une boîte à surprises. C'est vraiment un film qui est sensationnel, extrêmement bien construit, avec une fin qui parle beaucoup. Ben oui, It Was Just an Accident, c'est pas juste important pour son sujet, mais c'est aussi important pour son excellence en termes de traitement cinématographique, des décisions qui étaient très couillues, mais qui marchent super bien. Allez voir ça si vous êtes capable, ça va être certainement un des favoris aux Oscars cette année. 6e position, Bugonia de Yorgos Lanthimos. Oui, Bugonia. Oh, c'est un petit chéri. Je le porte fort dans mon cœur parce que oui, on avait tous sortes de le voir. Moi, Kinds of Kindness, vous le savez, ça a été un gros coup de cœur. Poor Things, j'en parle pas. Vous le savez, c'est vraiment quasiment devenu un classique. Mais Bugonia, c'est vraiment un film surprenant parce qu'on est accroché au bout de notre chaise. On dirait un sorte d'Hitchcock, OK? C'est une sorte de petit suspense sur le complotisme, mais qui nous surprend à des décisions. On est choqué à chaque coin de tournant, on ne sait pas à quoi s'attendre, on n'a pas de référence. Bref, on veut que notre personnage gagne, mais en même temps, il y a des croyances vraiment spéciales. On n'a pas envie d'embarquer là-dedans. Vraiment, Yorgos Lanthimos joue avec le spectateur. C'est incroyablement satisfaisant comme résultat. Emma Stone brille à l'écran. Encore une fois, c'est vraiment couillu. Le fait qu'elle s'est rasée pour le film, on le voit on cam et c'est tellement génial, bien construit, bien réalisé. Ça dure presque 2 heures, mais on ne voit pas le temps passer. Puis on a toujours la petite touche Lanthimos qui nous fait plaisir. Je vous en dis pas plus, je ne veux pas tout gâcher. Mais bref, Bugonia, c'est vraiment un film qui parle beaucoup sur l'art moderne, mais qui est aussi très divertissant par son traitement qui est drôle, une belle comédie, mais aussi qui est extrêmement tendu. Bref, avec la musique aussi. Jesse Plemons, entre autres. Bref, c'est vraiment, encore une fois, Yorgos Lanthimos au bout de la crème de son cinéma, mais aussi à son plus accessible. Fait que ça, c'est vraiment génial. 5e position, Weapons de Zach Cregger. Là, on rentre vraiment dans le crème de la crème cette année. 5 énormes films dans mon top 5 et je vous démarre ça avec Weapons. Je pense que je vais tourner un peu autour du pot parce que oui, j'ai le poster à la maison. On est tous tombés en amour avec ce film-là. Le scénario de ce film c'est une sensation. C'est un tremblement de terre tellement que c'est bien écrit. C'est construit en chapitres où est-ce qu'on en découvre toujours un peu plus. Le film s'ouvre à nous comme une boîte à surprises, mais avec cette fin aussi qui est vraiment mémorable. Zach Cregger joue avec les teintes de l'horreur en y ajoutant une espèce d'absurdité qui est vraiment intéressante. C'est un beau point de vue sur le deuil aussi qui nous laisse beaucoup à creuser en tant que spectateur. C'est vraiment intéressant pour ça. Des merveilleuses
mauvaise performance, puis c'est réalisé, les amis, c'est tellement beau. Le film commence avec cette scène d'introduction-là où est-ce qu'on voit les enfants sortir, puis c'est tellement bien réalisé avec ces beaux mouvements de caméra-là, hypnotisants. Ah oui, Weapon, c'est clairement le Magnola un peu du 21e siècle. C'est tellement beau à voir, c'est vraiment un film qui m'a fait bien rire en salle au cinéma, puis c'est certainement un des films les plus marquants de 2025, sans doute. Quatrième position, Roofman de Derek Ciafrance. Ah les amis, je vous parle enfin de ce film-là. Ça va être tellement beau de vous en parler. Roofman, c'est le petit bébé de l'année qui a été tellement sous-estimé. Personne n'en a parlé, mais c'est tellement, comme image, et pour moi, sincèrement, quasiment un film parfait. Je vous le jure. C'est tellement satisfaisant comme film. Ça me fait beaucoup penser à Baby Driver, un espèce de personnage qui essaie de se racheter dans la vie, mais qui retombe un peu toujours dans ses mêmes erreurs, mais on est tellement attaché par le traitement qui est fait sur le personnage. Channing Tatum, c'est sa performance en carrière. Moi, je le dis tout de suite, il est incroyable dans ce film-là. Autant les moments d'émotion que les moments drôles, il a le charisme parfait pour le rôle. C'est tellement une belle histoire, Roofman, d'un homme qui se cache dans un Toys R Us, qui a foi en la vie, mais qui est un peu déçu par la vie, qui essaie de faire les bonnes choses, mais qui tombe toujours les mêmes erreurs. Bref, moi, Roofman, c'est venu me chercher vraiment fort. J'ai ri énormément fort. Puis la réalisation de ce film-là, là, c'est filmé, on ajoute un petit grain en pellicule, ça rend les images tellement sensationnelles. Vraiment, on a aussi des bons zooms aux années 70 là, qui sont vraiment bien faits. Moi The Roofman, c'est clairement solide, un film qui m'a beaucoup marqué. Puis je trouve ça même quasiment dommage de le mettre qu'en top 4 parce que moi, dans mon cœur, c'est un film qui est venu sérieusement me chercher. Ouais, Roofman, vous devez le voir. Et quasiment personne n'en a parlé cette année, mais c'était sérieusement une des grosses affaires de l'année 2025. Là. Gros bijou. Là. Troisième position, Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery par Rian Johnson. Je n'arrêterai jamais d'être en amour avec ces films-là. Les Knives Out, les amis, c'est sensationnel. J'en ai comme pas les mots. Comment Rian Johnson peut pondre un scénario aussi parfait de sa tête et traduire ça à l'écran? Moi, Knives Out, le premier film, c'est encore pour moi un des chefs-d'œuvre absolus du siècle. Et ensuite, Glass Onion, une petite coche en dessous, mais c'était vraiment solide. Mais là, Wake Up Dead Man, c'est étonnamment touchant. On a un beau point de vue sur la foi qui est vraiment intéressant avec beaucoup de dualité, mais aussi le casting est sensationnel. La photographie, les amis, on a toujours les stéréotypes que Netflix, ça ressemble toujours, c'est toujours stale, c'est toujours neutre. Mais là, Rian Johnson vient casser tout ça avec des images qui sont inventives, un éclairage qui est pensé, qui est réfléchi, qui est évocateur, provocateur même, qui paraît mais qui est beau à l'image, qui marche avec les thèmes. Chaque décision, chaque dialogue, chaque action va vraiment refléter le thème du film. Fait que ça fait un film qui est super complexe, bien cuisiné, bien construit, comme j'aime le dire. Le casting, je vous en parlais un peu tantôt, c'est vraiment fort. Chaque acteur donne tout ce qu'il a, même s'il y a un petit rôle, mais ça l'apporte à l'histoire. Puis cerise sur le gâteau, les amis, Josh O'Connor lead l'histoire, mais son personnage, autant que la performance, est vraiment fort. Il maîtrise le ton comique de Rian Johnson, mais aussi vraiment l'aspect dramatique qui est vraiment évocateur. Bref, moi, Wake Up Dead Man m'a scié en deux. C'était vraiment une très belle expérience à découvrir. Puis je suis en amour avec cette saga-là. Je n'arrêterai jamais. Je suis un fan, je suis biaisé, je suis gaga. Mais bref, Rian Johnson prouve qu'il est l'un des masters incompris de la décennie en termes de cinéma. Deuxième position, Sinner. Checkez comment c'est beau. Magnifique. Ben oui, il fallait bien que je le mette dans le top parce que je vais vous raconter une histoire. Quand je me suis assis le derrière sur cette chaise-là IMAX dans le beau mois d'avril 2025, je peux vous garantir que quand j'étais de retour à la maison, j'ai regretté de ne pas tout de suite retourner voir le film parce que Sinners, c'est tout qu'un masterpiece. Oui, les amis, Ryan Coogler a mis ses bottes sur le plancher, a dit voilà le cinéma moderne, à quoi qu'il devrait ressembler. Et il a prouvé que le cinéma a encore énormément de beauté à offrir. Sinners est un film magnifique, un merveilleux portrait sur l'esclavagisme, teinté avec aussi mélangé avec la culture musicale, avec le lore sur les vampires. C'est vraiment bien pensé. Il y a un mélange de genres qui est vraiment sensationnel puis qui est vraiment fort aussi. Là. On a beaucoup de genres, mais tout semble maîtrisé, tout semble bien pensé. Michael B. Jordan aussi se délivre dans un challenge immense avec cette duel performance-là puis avec toute la technologie qu'il y a eu pour faire cette performance-là crédible. C'est vraiment
vraiment, vraiment fort. C'est un film qui est touchant tellement qu'il y a tellement de belles choses incluses. Les images de ce film sont d'une beauté, les amis, insaisissable. Ça donne envie de faire un film 70 mm. Ça, c'est un rêve qui est imprégné puis que Sinners a supporté. Bref, je pense que je rajoute pas grand-chose en vous disant que Sinners, c'est un des énormes chefs-d'œuvre de 2025 et même de la décennie. Ça m'a scié en quatre dès que je suis sorti de la salle de cinéma, puis j'y repense encore beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, Sinners mérite sa place dans le top. Donc cette année, je décerne ma palme d'or à nul autre, One Battle After Another de Paul Thomas Anderson. Bravo mon pitié, mon amour, tu auras enfin la reconnaissance que tu mérites cette année aux Oscars, parce que oui, ton film One Battle After Another, c'est du pur génie. Le cinéma, c'est un art qui est très très fort, qui est très très puissant, puis One Battle After Another, c'est le genre de petite perle qui arrive que quelques fois par décennie, par exemple, mais qui va ramener tout le monde en salle, qui va mettre tout le monde sur la même opinion. C'est le genre de film qui est drôle, touchant, avec de l'action, mais aussi beaucoup, beaucoup de beauté, beaucoup, beaucoup de belles choses à dire sur les relations, mettons par exemple père-fille, sur les révolutionnaires, sur les conséquences des actions révolutionnaires. C'est un film avec beaucoup de nuances, mais qui est aussi tellement, tellement, tellement touchant, mais avec une intrigue qui n'arrête jamais de rouler. On est toujours sur le cul, on découvre toujours des belles choses, puis Pitié est capable de rire aussi de son sujet grâce à de nombreuses choses, comme par exemple la performance de Sean Penn. Le personnage de Sean Penn, il rit de ce genre de personnage-là, mais aussi il les rend menaçants. Moi, ça m'a rejeté par terre à quel point c'est vraiment un personnage qui est nouveau, qui est frais, qui est vraiment, vraiment, vraiment bien conçu. Moi, Sean Penn mérite à côté. C'est probablement même, à mon avis, la meilleure performance de tout, que ce soit supporting ou lead de l'année. C'est vraiment, vraiment marquant. Puis aussi, Leonardo DiCaprio dans le film, avec ses influences de Al Pacino, de Dog Day Afternoon, c'est vraiment une de ses meilleures performances en carrière. Moi, personnellement, ça m'a vraiment, vraiment marqué aussi. On a bien sûr le Toro, la découverte Chase Infinity, qui est magnifique, qui est magnétique dans le rôle. Bref, vraiment, c'est One Battle After Another. Avec Sinners aussi, c'est deux films que je mets un peu à la même position parce que c'est des genres de films qui nous rappellent la beauté du cinéma qui est rassembleur. Un cinéma qui est rassembleur, qui nous prouve que les images ont de la valeur et qui ont de la valeur qu'en salle. Et c'est le genre de film aussi qui nous fait lever notre verre, qui veut dire vive IMAX, puis qu'on en profite encore plus en 2026. Merci PTA, ramasse tous les Oscars que tu mérites cette année parce que One Battle After Another, c'est le chef-d'œuvre de 2025. Et voilà les amis, c'est la fin de ce petit top 10 que je vous ai concocté cette année. J'espère que vous avez apprécié. Mettez vos tops en commentaire s'il vous plaît. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous adresser la parole au moins une fois par année. Merci pour votre soutien. Merci aussi pour votre soutien pour mon dernier projet Dynamite Mike. C'est venu beaucoup, beaucoup, beaucoup me toucher. Je vais vous en mettre d'autres aussi cette année en 2026. Il y a aussi beaucoup de projets que j'ai faits des dernières années que je vais essayer de mettre sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie toujours d'être présent et sur ce, je vous souhaite une joyeuse année 2026. Je vous embrasse. Et c'est ciao pour le vrai Cinéman. On se revoit l'année prochaine. Ciao, ciao.